Alors, le système fiscal israélien. Ça peut sembler être un vrai casse-tête, n'est-ce pas? Surtout quand on le compare au modèle français qu'on connaît bien. Mais pas de panique. Dans cette analyse, on va décortiquer tout ça ensemble pour que ce soit beaucoup plus clair. Voilà notre programme. On va commencer par les fondations, le principe de progressivité. Ensuite, on verra une distinction super importante entre les revenus actifs et passifs. Puis on prendra un peu de hauteur pour comparer la philosophie des deux systèmes. On enchaînera sur les différences très concrètes que ça implique, et pour finir, on verra pourquoi tout ça est absolument crucial à comprendre. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre la fiscalité en Israël, il y a un concept qu'il faut maîtriser avant tout le reste, la progressivité. C'est la pierre angulaire de tout le système. En hébreu, le terme technique, c'est Madregot Massa Anassa. Bon, pas besoin de retenir le nom. L'idée derrière est toute simple. Ce sont les tranches d'imposition. C'est exactement comme l'impôt sur le revenu en France. Le revenu est découpé en plusieurs paliers et chaque palier a son propre taux d'imposition. Et ça permet de tordre le cou à une idée reçue tenace. Non, on ne perd jamais d'argent en changeant de tranche d'imposition. C'est une peur courante, mais la logique est simple. Le taux plus élevé de la nouvelle tranche ne s'applique que sur la partie du revenu qui dépasse le seuil. Donc au final, c'est mécanique. Plus le brut augmente, plus le net dans la poche augmente aussi. Toujours. On passe maintenant à une nuance qui change absolument tout dans le système israélien. Pour le fisc, il faut savoir qu'un shekel n'est pas toujours égal à un autre shekel. Il y a une différence fondamentale entre l'argent qui vient du travail direct et celui qui tombe tout seul. C'est assez clair ici. À gauche, on a les revenus actifs, ceux qui viennent de l'effort personnel, du travail, un salaire, les revenus d'un indépendant. Et à droite, les revenus dits passifs, des loyers d'un appartement, des dividendes, des intérêts bancaires. Et le point crucial, c'est que le barème d'imposition, il n'a juste rien à voir entre les deux. Ok, on a vu un peu de technique. Maintenant, prenons un peu de recul, parce qu'au-delà des pourcentages et des règles, les systèmes fiscaux français et israéliens sont basés sur deux visions du monde, deux philosophies radicalement opposées. Le modèle français, on le connaît bien. Il est très centralisateur. Le concept de base, c'est le foyer fiscal. L'impôt sur le revenu est vraiment la clé de voûte de tout l'édifice, pensé pour avoir une vision d'ensemble des ressources et pour assurer une certaine redistribution. En Israël, c'est tout le contraire. On est sur un modèle d'inspiration beaucoup plus anglo-saxonne, bien plus individualisé. L'impôt sur le revenu n'est pas la pièce maîtresse du puzzle. Le système s'appuie en fait bien davantage sur d'autres impôts et en particulier sur la taxation de la consommation. Cette citation tirée de la source résume parfaitement la situation. L'expression clé, c'est « radicalement différente ». On n'est pas dans des ajustements à la marge, on parle vraiment de deux logiques qui n'ont rien à voir. Et c'est ce fossé qui explique toutes les différences concrètes qu'on va voir juste après. Justement, passons de la théorie à la pratique. Quelles sont les conséquences bien réelles de ces deux approches? Voilà les quelques points clés qu'il faut absolument avoir en tête. Le premier chiffre, il est de taille 17%. C'est le taux de la TVA en Israël. Et attention, ce n'est pas un détail. C'est un impôt qui pèse sur presque tous les produits et services, au quotidien, et qui représente un des piliers du financement de l'État. Pour résumer, on peut dire que le système israélien repose sur 4 grands piliers. D'abord, on vient de le voir, cette fameuse TVA très élevée à 17%. Deuxièmement, un impôt sur le revenu qui est bien progressif, mais dont les taux grimpent moins vite et moins haut qu'en France. Troisièmement, une attention toute particulière portée aux entreprises, notamment les PME et les startups. Et enfin, un jeu complexe d'exemptions et de déductions pensé pour encourager certains secteurs comme la recherche et développement. Bon, on a vu pas mal de choses, la progressivité, les types de revenus, la philosophie générale, la TVA, mais au fond, pourquoi c'est si important de connaître tout ça? C'est le moment de faire le lien entre la théorie et la vie de tous les jours. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. Tout ça, ce n'est pas juste de la culture générale pour briller en société. Comprendre ces règles, c'est ce qui fait la différence entre une stratégie financière qui fonctionne et de très très mauvaises surprises. Pour quiconque a des projets en Israël, que ce soit du business ou une installation, ignorer ces spécificités, c'est un peu comme naviguer en plein brouillard sans boussole. On va donc terminer sur cette question qui est une invitation à réfléchir. Face à un système si différent, avec sa propre logique, il est fondamental de se demander, est-ce que les stratégies qui fonctionnent en France sont transposables ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt tout repenser depuis le début? C'est sans doute ça la vraie clé du succès fiscal en Israël.